Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Mot à mot, avec James McBride. S'il faut que je vous situe, James, je vais dire que vous êtes né en 1957, Oui. que votre mère était juive polonaise, Oui. qu'elle s'est ensuite convertie, que votre père était révérend, que donc vous êtes métisse, Oui. qu'avant d'écrire, vous avez pendant des années, et que vous le faites encore, d'ailleurs on est ici à la Maison de la Poésie et vos musiciens sont en train de répéter, que vous êtes musicien et auteur, Oui. que les éditions Gallmeister publient 2 livres de vous, celui-ci, L'Oiseau du bon Dieu, que vous avez écrit en... L'année dernière, je crois que il y a 2 ans. 2 ans, hein, c'est Oui. 2013. Oui. Et puis, bien avant Miracle à Santa Anna. Miracle à Santa Anna, c'est en 2002, l'écriture, Oui. et c'est devenu un film Oui. avec Spike Lee, Oui. et ça, c'était en 2008. Oui, c'est vrai. Hein. Et puis, au départ, il y a un livre que vous avez écrit, qui est une autobiographie, Oui. qui est un hommage d'un homme noir à sa mère juive. Oui, c'est ça. Hein, ma première question est une question à l'auteur que vous êtes. Vous dites que vous n'aimez pas écrire des livres dépressifs. Qu'est-ce que c'est qu'un livre dépressif? Un livre que je vous parle lire. Non, mais c'est-à-dire qu'un livre qui dit les choses, qui vous montrent rien. C'est-à-dire que on sait qu'il y a beaucoup de choses qui est très triste dans le monde, ici, dans cette planète. Et bon, il faut que moi, j'ai la responsabilité de vous montrer quelque chose bien qui marche, quelque chose bien qui est là. Par exemple, vous avez dit que ma mère était juive, blanc, mon père était noir. Je suis métisse. C'est dommage. Mais alors, j'ai vu que j'ai le milieu des les deux mondes, à mon avis. Et je prends les choses The best of the two best worlds. of the two worlds. Oui, c'est ça. Je ne connais pas le mot en français, mais c'est ça. Le meilleur des deux, le meilleur des deux Le mondes. meilleur des deux mondes. Est-ce que ça veut dire que c'est un état d'esprit, a state of mind? State of spirit? Yeah. Oui, parce que, mais ça, pour moi, dans ma vie, ça vient du monde des Américains noirs et de l'Église. Pour moi, il y a des autres qui viennent de quelque part d'autre pour eux, mais pour moi, parce que dans l'Église, il vous donne, on peut pardon, le fardeau, leave your burden, leave your burden. Le fardeau. Oui. On peut laisser le fardeau. On peut laisser le On fardeau peut poser ses valises. Oui, on pose ma valise là, et hop, c'est fini. On donne à Dieu. Bon. Pourtant, ce que vous écrivez dans Santa Anna ou dans L'Oiseau du bon Dieu est très lourd aussi, puisqu'il s'agit de la Deuxième Guerre mondiale dans Santa Anna, qu'il s'agit ici d'un prélude à ce qui va devenir la guerre de sécession. C'est intéressant, parce que la guerre deuxième mondiale, j'ai pris ça ici en France, parce que j'habitais avec une vieille femme qui était à Tours en 1977. D'où votre français? C'est chez elle que j'ai appris. J'ai pris plus dans sa cuisine que j'ai appris à l'université. Elle faisait bien la cuisine? Oh, mon Dieu. Brother, please. Non, elle était catholique, hein, oui, come on. I'm crying. J'écris maintenant, hein, parce qu'elle est morte. Vous êtes dépressif? Oh. Maintenant, oui, avant, ça va, mais maintenant... Non, mais c'est... Bon, la guerre et la guerre de sécession. La Deuxième Guerre mondiale, la guerre de sécession, Oui, quand même. Parce que quand la guerre existe, il prend la terre. Il y a une place pour to stand. Il y a une place d'être. Rester. Comment? Pour être Non, debout. il n'y a pas Pour être il n'y a debout. pas place d'être. Donc, il faut qu'on construise
le monde avec la moralité. C'est-à-dire, c'est un examen de moralité. Un examen de moralité, Oui, parce que il n'y a personne, tous les mots sont égaux. Et maintenant, si on est bon, on est bon. Si on est mal bon, on n'est pas bon. Ah bon, ça marche pendant la guerre. Parce qu'il n'y a pas la loi, il n'y a pas la loi, les régulations comme ça. Si, vous comprenez? Et bon, oui, la possibilité d'être dans une adversité totale. Donc la possibilité de se mettre et de rester debout dans ce qui n'est que difficulté. qu'est-ce que c'est une coude? To stand. Oui. Oui, c'est ça. Je suis debout et les balles sifflent. J'essaie Oui. d'éviter les balles. Oui, ok. L'oiseau du bon Dieu, publié chez Gallmeister, traduit par François App, Oui. hein, pour nous mettre dans l'ambiance. Je lis quelques phrases de cette histoire qui se situe 3 ans avant la guerre de sécession, Oui. 1861-1865, ça c'est la guerre de sécession, Oui. mais vous, ça se situe à la fin des années 50, des années 1850. Oui. On a Henry, Oui. baptisé ou dit l'échalote, Oui. et Henry, c'est un gamin Oui. qui est toujours habillé en fille, Oui. c'est pas innocent, je vous poserai la question, et c'est un gamin qui va devenir la mascotte Oui. de John Ford, John Brown. John Brown, Oui. John Ford, oui. Non, mais vous allez comprendre. Ça, c'est le prochain livre. C'est le prochain livre. Non, et John Brown est effectivement un anti-esclavagiste Oui. qui fait la guerre, notamment au Kansas, et qui va échouer Oui. à faire cette guerre-là, et il y aura la guerre de sécession après. Et je vous lis, et ça donne ceci, dans la tête d'Henry, qui a entre 12 et 15 ans dans l'histoire. Oui. Mais il ne sait pas trop, parce que les esclaves ne savent pas quand ils sont nés. Oui, c'est ça. Hein, ils fêtent leur anniversaire au 1er janvier. Je me rattrapais à coups de poing avec ceux contre qui c'était possible. Mais tout le monde dans la taverne de Dutch, même les Indiens, savaient que j'étais un garçon. J'avais même pas un petit faible pour les filles à cet âge-là, vu que j'ai été élevé dans une taverne où la plupart des femmes fumaient le cigare, buvaient du torboyau et empestaient comme des putois autant que les hommes. Mais même les pauvres types qui étaient tellement imbibés de sirop de gaieté qu'ils auraient confondu un charançon et une balle de coton, et qui étaient incapables de distinguer un homme de couleur d'un autre, pouvaient faire la différence entre une fille et moi. J'ouvre la bouche pour corriger le vieux sur ce point, mais juste à ce moment-là, un gémissement aigu semble balayer toute la pièce et j'arrive pas à hurler pour le couvrir. C'est seulement au bout de quelques instants que je me rends compte que tous ces beuglements et ces plaintes sortent de ma propre gorge et je confesse ici que juste à ce moment-là, je me mets à lâcher de l'eau. Donc il pisse le garçon parce qu'il a peur. Et ce que je me dis, et c'est pour ça que je pensais à John Ford tout à l'heure, c'est quand je vous lis, je vois un film. Alors bien sûr, vous avez fait des scénarios et vous êtes scénariste, mais comment se fait-il que vous écrivez avec toujours de l'image, comme au cinéma de John Ford, hein, dans les westerns? Alors, j'aime bien John Ford. J'aime bien le western. C'est l'inconscient. Bon, donc ça vivre dans ma tête. Mais aussi, quand je vois les caractères dans ma tête, Les c'est le personnages. film derrière mes oreilles, c'est toujours noir et blanc. C'est pas des couleurs. Et à cause de ça que je vois des restes. Je crois que ça passait parce que j'ai vu les westerns, les bons westerns de John Ford et des autres, En noir et c'était blanc. noir et blanc. Et bon, mais aussi le roman, il vous donne l'espace de faire les choses qu'on ne peut pas faire dans les films. Donc, on peut pisser dans le roman, mais dans Pas le vraiment, western, ça ne marche pas. Mais aussi, il n'y a pas beaucoup de noirs dans le western. Écoute, dans l'Ouest, il y avait une guerre, la guerre avant la guerre de sécession. Il y avait une grande question des esclaves. Mais les films aux États-Unis jamais discutent cette situation. Et ça, c'était la grande question. C'était la question de silence.
C'est la même chose aux États-Unis maintenant, quand les gens n'aiment pas Barack Obama, ils disent « Oh, le gouvernement », mais la question est vraie, et qu'ils ne l'aiment pas du tout, donc ils disent « Ça ne marche pas, ça ne marche pas ». Et dans le western, le film, le western de Jean Ford et des autres, il dit rien de la vie de les Noirs ou bien les Indiens aussi. Mais les deux... John Brown, il défendait aussi les Indiens, d'ailleurs. Bien sûr, et les femmes aussi. Il était très... 22 enfants, 2 femmes. 22, oui, 2 femmes. Le premier, elle est mort, le deuxième... Comment on se documente sur Brown? Est-ce que c'est pas une figure, enfin chez nous les Français par exemple, c'est pas forcément pour nous une figure de l'anti-esclavagisme ou du féminisme ou du combat des Indiens? Il est très connu aux États-Unis? Pas tellement, plus en plus. Il y a des Noirs dans ma vie, dans l'église, le vieux, il les connaît bien. Il les connaît. Mais pour Brown est blanc, hein, c'est un blanc, hein, il faut le dire. John Brown's body lies molded in the grave. Ils chantent ça dans l'église, le vieux. Mais après, moi, mon génération, non, je ne connais pas. Maintenant, plus en plus, mais en réalité, il n'est pas très bien connu. Aux États-Unis, on aime Jesse James, on aime Al Capone, on aime comme ça. Mais John Brown, non. Parce que ça, c'est l'histoire du racisme, l'histoire de la race aux États-Unis, c'est très compliqué. Donc. J'étais un noir avant tout. Et les noirs jouent aussi un rôle à eux. Dissimulation. Voilà un mot. Dissimulation. Sourire. Faire semblant d'être esclave. C'est bien jusqu'au moment où ils se retrouvent libres. Et puis après. Libre de quoi faire. D'être comme l'homme blanc. Est-ce qu'il est si bien que ça ? Pas si on en croyait le vieux. Il m'est venu à l'esprit à ce moment-là qu'on est la somme de tout ce qu'on est dans cette vie à tout instant. Et ça comprend le fait d'aimer quelqu'un. Si vous ne pouvez pas être vous-même, comment pouvez-vous aimer quelqu'un? Comment pouvez-vous être libre? Tout me comprimait le cœur comme un étau, ça m'écrasait carrément. Et en plus, Henry là, est amoureux de l'une des filles de Brown. Mais ce petit extrait pour vous poser la question... on sait bien où est votre cœur et où est votre position. Mais vous décrivez des Noirs dans ce livre qui acceptent leur sort, qui sont tellement contraints d'être esclaves que quand on leur offre la liberté sur un plateau, ils n'en veulent pas. Oui, c'est parce que ça, numéro un, ça c'était compliqué. C'était une question de famille. C'est pas une question de la chose qu'ils voulaient. C'est-à-dire que l'histoire d'esclaves dans le Sud, le stéréotype est que le maître, le chef, il battait les Noirs comme ça, il violait les femmes. Les femmes, oui. Et ça a passé. Mais en réalité, il y avait la majorité des esclaves, il y avait 1 ou 2 ou 3 dans une famille. Ils étaient comme en famille dysfonctionnelle, mais en famille quand même. Et ça existe aujourd'hui. C'est la même chose. C'est les Américains noirs et blancs, nous sommes famille, mais nous sommes famille dysfonctionnelle. Mais pendant cette période, c'est plus dysfonctionnel parce que les femmes, elles n'ont rien à faire. Ils n'avaient pas le droit. Et les Noirs, ils étaient dans la famille, entre la famille, mais ils n'étaient pas dans la famille. C'était une question pas avec beaucoup de réponses. Questions without answers. Questions sans réponse. Et c'était ça. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, alors il y a une question qui fait écho à ce que vous venez de dire, il y a une question plus large. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le pouvoir blanc est encore très présent? Et est-ce que ça veut dire que, plus généralement, l'ultralibéralisme n'a pas de souci à se faire? Je n'ai pas compris toute la question parce que c'est difficile. Hein? Le white power. Oui. Oui, ça existe, mais ça n'existe pas comme la période de John Brown.
dans la période de Jean Brun, si vous dites quelque chose, ça c'est la loi. Hop. Mais maintenant, si vous dites quelque chose, si je dis quelque chose, il faut va à le cour de justice. La cour de justice. Et tous les deux vont payer, bon. Mais, donc c'est différent, c'est un peu différent. Et je parlais du libéralisme, du libéralisme aujourd'hui. 40 millions de pauvres aux États-Unis, Oui, beaucoup sont noirs. oui, Dans les prisons, oui, beaucoup sont noirs. oui. Wow. C'était une question difficile. Et il y a des racismes aux États-Unis, bien sûr. Mais plus en plus, c'est une question de classe. Mais les Noirs sont toujours dans la dernière classe. Donc, on peut dire que c'est le racisme. Mais il faut que je dise aussi que quand les Noirs, quand ils recevaient le pouvoir, souvent, il est même le blanc. Il fait la même chose. Il fait la même chose que le blanc, oui. Donc, Obama fait la même chose que Bush. Oh, non, ça c'est pardon. différent. It's a joke. Ok. Non, le pouvoir est corrupt. Corruption. En France, c'est pareil. Hein. Bon. Mais pour moi, je suis sûr que les Américains blancs, en général, ils veulent être libres de cette question de racisme. Ils le veulent tellement. Mais si on veut être libre de ça, il faut accepter l'histoire. Ça, c'est le problème. On continue. Alors, vous êtes ici dans le cadre d'un mot à mot. Là, on a été plutôt dans la question. Okay. Je vais vous donner un certain nombre de mots maintenant, et je vous demande de réagir par rapport à ces mots. Si je vous dis Jimmy Scott, si je vous dis Anita Baker, oui. Si je vous dis Pourafé, oui. Qu'est-ce que vous me répondez? Je dis Jimmy Scott, il est mort, mais il m'a donné un bon cours de jazz. Si vous dites Anita Baker, je dis merci beaucoup parce que on a gagné un peu d'argent avec elle, mais elle a pris un peu de mon chanson, mais bon, ça c'est la réalité dans la vie de musique. Et si on dit Pourafé, on dit elle était une bonne amie, elle a beaucoup de talent. On a appris beaucoup de musique avec Pourafé. Si je vous dis journalisme, journalisme. Oh, si on dit journalisme, je dis c'est trop difficile pour moi. Pour moi, c'est impossible à dire la vérité dans un journal. Pourtant, vous, le New York Times, pourtant le Washington Post, pourtant... Oui. Vous avez été journaliste. J'étais journaliste et j'ai pris beaucoup de choses, mais c'est pas assez créatif pour moi, c'est ça. C'est ça, c'était une question de créativité pour moi. Vous connaissez Millennium? Qui? Millennium. Non. C'est un journaliste suédois qui, du jour où il n'a plus pu être journaliste, a décidé d'être romancier. Voilà. Ah bon? Quand est-ce que s'est fait le point de bascule pour vous? Quand est-ce que vous avez décidé d'écrire? J'étais à la Washington Post. Ouais. Et il m'a envoyé à la White House pour quelque chose pour Ronald Reagan. Et je suis allé j'étais là et j'ai vu une femme qui moi j'étais intéressé à écrire de l'époque. Et j'ai dit, excusez-moi, c'est moi James McBride de la Washington Post, je vous demandais des questions de les pauvres. Elle a dit comme ça, elle a dit que elle riait parce qu'elle a dit que c'est pas une question de ça. Vous êtes ici pour parler de les pauvres? C'était un joke. Oui, c'est une plaisanterie. Après ça, je dis... Vous êtes hors sujet. C'est fini. Et bon, 1 mois, 2 mois après, j'ai quitté le job. Et bon, j'ai devenu un musicien. Le mot ou l'expression suivante, c'est doigt en l'air. C'est doigt en l'air? Oui. Vous dansez le doigt en l'air? Qu'est-ce que c'est doigt en l'air? Le doigt comme ça, quand vous dansez. Ah oui, oui, Finger, parce que je ne peux pas in the danser. air. Oui, je ne peux pas danser. C'est dommage. Hein?
Pourquoi vous ne pouvez pas danser? Parce que c'est vrai, hein? C'est-à-dire, mais racontez-moi. Non, mais tu sais, alors, aux États-Unis, les Blancs, Oui. mes amis, hein? Oui. Bon, comme ça, Oui. et ils dansaient, ils ne pouvaient pas danser comme les Noirs, là. Ils faisaient, oh, je ne sais pas. Mais moi, quand je bois pas beaucoup, mais quand j'aime tout le monde, moi. Parce que j'ai vu ma mère, quand elle était dans la communauté avec les Noirs, elle aime bien ma mère. Parce qu'elle a vu que elle avait l'amour pour tout le monde. Elle comprend. Elle a vu la mère noire, elle a vu la mère blanche, elle a vu que c'est le même. Elle enseigne les enfants à la même leçon. Donc moi, je suis sympathique avec les Blancs aux États-Unis, parce qu'ils sont mes frères. Il fait des fautes, mais il faut que vous, quand vous êtes en écrivain, ou que vous êtes humain, il faut que vous donnez l'autre l'espace à changer. C'est ce qu'on appelle l'empathie. Sympathétique. L'empathie. Empathie. Ok. Hein. 2 mots encore. Ok. Nom propre. Spike Lee. Bon, il était un ami, il m'a donné l'opportunité de faire un script. Un script. Un scénario. Un scénario, mais aussi, Spike, il peut dire les choses qu'il veut, comme sans éditeur. Il dit les choses qu'il veut. Wap! Moi, je ne peux pas faire ça parce que, comme j'ai dit, moi, je ne suis pas contre les Blancs, je ne suis pas contre l'Amérique, je suis contre le racisme, je suis contre le classisme. Et bon, mais il faut donner tout le monde leur espace. Vous comprenez? Spike, il est direct. Et quelquefois, ça ne marche pas pour tout le monde. Il faut arrondir les angles, comme on dit en France. Arrondir les angles. Arrondir les angles. Arrondir, voilà, on essaie Oui, d'arrondir. d'être un peu. Pas tout le temps. Just a little. Oui, il faut choisir. Il faut qu'on choisisse le fight. Merci pour cette interview. Le dernier mot, chapeau. Oh, mais c'est la défense. C'est la défense. Parce que il faut être comme Marilyn Monroe. Marilyn Monroe fait comme ça. Pas tout. Pas tout. Il ne faut pas dire tout. Il faut attendre. You want to survive? Be cool. Be cool. Vous chantez quelque chose comme ça pour nous? Oh, mais... Anita Baker. Non? Non. In the garden. Attends. Vas-y. I'll fly away. One fine morning, when this life is over, I'll fly away. Ça va? Thank you. Thank you. I never sang before without my band. This is the first time, except in church. Wow, very good. I'm a priest. Are you really? No. Oh.